Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Anjou. On reçoit ce soir Ali Bouziane, l'entraîneur de l'Étoile Angers Basket. Bonsoir Ali. Bonsoir. On va évidemment parler des derniers matchs, du début de saison. Ça commence tout à l'heure, de la Leaders Cup, du projet de jeu ou encore de l'effectif. Mais tout de suite, le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, on parle bien évidemment basket avec l'EAB. Ali Bouziane est notre invité. Fos-sur-Mer ici à Jean-Bouin où on est en direct dans quelques minutes. Et puis il y aura aussi les Ducs d'Angers, il y aura aussi Dusco Handball qui jouait hier. Et évidemment on aura un mot de Coupe de France, mais tout de suite l'invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Ali, la saison commence tout à l'heure. Comment vous vous sentez? Il y a déjà eu quelques matchs de Leaders Cup, là c'est le championnat. Comment vous sentez votre groupe? Comment vous vous êtes senti pendant cette préparation et ces matchs? On a vécu une préparation perturbée par beaucoup de blessures, notamment le dernier match qu'on joue de Leaders Cup contre Orléans à domicile, où on a 4 joueurs, voire 5 joueurs blessés en civil sur le banc. On a eu des blessés. En fait, on n'a jamais joué avec l'équipe au complet. On a toujours eu au moins un joueur absent. Donc, pas la meilleure manière de se préparer, mais n'empêche, voilà, ça fait partie des obstacles que toutes les équipes vont rencontrer durant une préparation. Mais par contre, en tout cas, on est prêt mentalement, en tout cas. Ok. C'est votre deuxième saison en Pro B avec cette équipe. Est-ce que vous avez fait un bilan, tiré des conclusions de ce championnat, de cette équipe? Vous vous appréhendez un peu mieux? C'est moins nouveau finalement? Alors, je peux faire un bilan du championnat parce que c'est... On sait tous que le championnat de Pro B est un championnat qui est très très physique, qui est très homogène. On ne sait jamais qui va monter, qui va descendre. Beaucoup d'homogénéité. Par contre, si on parle de l'équipe, c'est très difficile pour moi de comparer puisque l'équipe a été remodelée. Il y a 6 nouveaux joueurs et 7 nouveaux joueurs depuis hier, puisqu'on a recruté un nouveau joueur. Et on reprend de zéro en fait. C'est dur de reprendre de zéro, on arrive quand même à garder des bases, ou on doit tout repenser dans son projet de jeu? Comment ça se passe pour les vous? deux en fait. Les deux, il faut garder, il y a certaines choses qu'il faut garder, il y a des non négociables, ce que j'appelle des non négociables qui font partie de la structure, de la base du projet de jeu et du projet managérial aussi, parce qu'il s'agit de ça. Mais par contre, il faut changer certaines stratégies, tactiques, techniquement, par rapport en fonction des joueurs que l'on recrute, parce que ce n'est pas les mêmes joueurs que l'an dernier. C'est dur, oui, mais c'est challengeant, donc excitant. On va revenir après sur le début de saison, on va parler de ce qui s'est déjà passé. Là, c'est malheureusement l'élimination de la Leaders Cup Pro B. Vous n'allez pas pouvoir défendre votre titre. C'est un échec, c'était un objectif pour vous? Au contraire, on se concentre sur autre chose. Comment vous l'avez vécu finalement? Il n'y a aucune équipe de Pro B qui a pour objectif de gagner la Leaders Cup avant d'arriver en quart de finale. En fait, toutes les équipes ont le même fonctionnement. Ils commencent la Leaders Cup en se disant c'est des matchs de préparation. Et si une fois qualifié pour les quarts, là tout le monde la joue. C'est ce qui s'est passé l'an dernier avec nous. On a pris ces matchs-là un par un pour se dire c'est des matchs de préparation. Une fois qu'on s'est qualifié pour les quarts, on se dit maintenant qu'on est là, il reste 3 matchs à gagner, on y va. Pour ceux qui ne connaissent pas encore votre équipe, on va la découvrir. Vous la connaissez un peu mieux maintenant. Elle est largement renouvelée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pas ses forces, ses faiblesses, on va pas câbler tes joueurs, mais dans quel type de schéma on peut jouer, quel type de joueur on va plutôt avoir? Vous disiez c'est un championnat physique. Je suppose évidemment le recrutement se fait aussi sur ces critères. Complètement. On voulait avoir de la densité physique sur tous les postes de jeu. On l'a. Maintenant, la problématique, c'est comme je disais, on a eu beaucoup de blessés en préparation et du coup on est dans une forme physique qui n'est pas optimale. On est loin d'être prêt physiquement. Je disais on est prêt mentalement, mais physiquement on est loin d'être prêt parce qu'on a récupéré 4 joueurs. Il y a 3 joueurs qui ont repris l'entraînement cette semaine avec des périodes d'indisponibilité allant de 1 semaine à 6 semaines. Et le challenge il va être là, c'est d'arriver à avoir de la densité physique pour ce premier match en sachant qu'on a des niveaux de forme
différents dans l'équipe. C'est-à-dire que votre rôle dans les rotations est encore plus important aussi sur ce premier match, savoir bien gérer les temps de jeu, faire pas trop jouer les joueurs pour que ça ne va pas trop épuiser aussi. En sachant que un des points centraux du projet de jeu est la physicalité, la densité physique qu'on veut mettre dans tout ce qu'on fait. Effectivement, je vais devoir gérer les temps de jeu et vite repérer les joueurs qui sont à bout pour les changer et mettre de la fraîcheur. C'est excitant aussi pour un coach justement d'avoir ce truc où il faut en faire plus, où on se dit j'aimerais bien ne devoir pas trop gérer tout ça quand même. Ouais, non, j'aurais aimé éviter. Ouais. J'aurais préféré aborder le premier match de saison avec un état de forme optimal et là me concentrer totalement sur les aspects stratégiques, tactiques. Mais voilà, ça fait partie aussi des compétences et de l'expertise qu'on doit avoir. Si on devait mettre un pourcentage, là vous l'estimez à combien le groupe presque? Combien on est à 70 Physiquement? Ouais. 70. Ouais. Et les 30%, on peut les atteindre à partir de combien de matchs pour vous? Pour moi, dans 3 semaines. Ok. Si on n'a pas de blessés. Oui. Si on n'a pas de blessés. Là, le groupe est OK, les blessés sont tous revenus? Oui, tout le monde est revenu. Okay. Ouais, non, tout le monde est revenu, mais comme je disais, voilà, on gère encore les joueurs qui sont revenus cette semaine, on les gère à l'entraînement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des entraînements complets, on fait beaucoup de changements à l'entraînement. Mais comme je disais, ça fait partie du process. Et si on arrive à être performant avec cet état de forme, ça sera positif pour la suite et ça sera des bons signes. Comment vous vous situez dans cette Pro B, vous, l'Étoile Angers Basket? Pro B, c'est comme on le disait la deuxième saison. Comment vous vous situez par rapport aux autres et comment c'est un championnat homogène? Vous vous classez comment par rapport aux autres équipes? Si je veux être cohérent, on est la dernière masse salariale du championnat. Okay. On est un des plus faibles budgets du championnat. Logiquement, si vraiment on devait faire le parallèle avec les budgets et la valeur intrinsèque des joueurs, on serait dans le bas de tableau. Maintenant, c'est du sport. On sait que c'est sur le terrain que ça se joue. Et on doit travailler plus, on doit avoir plus d'idées, on doit être plus investi pour rattraper ce gap financier justement et de valeur intrinsèque des joueurs, je dis bien sur le papier. Donc le but vraiment c'est d'optimiser la valeur de chaque joueur pour essayer de rattraper ce gap par rapport à la valeur. On dit souvent quand on n'a pas d'argent il faut des idées. C'est ça, on a croisé Johan Ratcheville tout à l'heure, vous Ali Bouziane, c'est ça, il faut travailler d'arrache-pied, avoir encore plus d'idées, c'est ça? On fait que ça, on se casse la tête, on réfléchit beaucoup, on échange beaucoup, on essaie beaucoup de combinaisons, on a fait des paris sur certains joueurs aussi. On a fait des paris, ça aussi, avoir des idées. Maintenant, il faut que ça prenne aussi. Ça aussi, c'est votre côté de coach. On a des paris, on doit les former, on doit faire exister quelque chose. Je suppose que ça donne envie, justement, c'est enthousiasmant. Non, c'est très excitant. Une des idées, par exemple, si vous voulez un exemple, c'est quand je suis arrivé à l'EAB l'an dernier et que je savais que c'était un budget, une masse salariale qui était la plus faible du championnat. Donc, pour moi, directement, l'idée, c'était comment faire progresser les joueurs, puisqu'à l'origine, on va avoir des joueurs qui vont être jeunes, parce qu'abordables financièrement. Ouais. Comment les faire progresser? Et c'est là où j'ai insisté pour avoir un staff étoffé de 2 assistants. On a un directeur sportif et mieux entouré, mieux développé, mieux encadré. Les joueurs, tous les joueurs et notamment les jeunes joueurs, et un des assistants par exemple est responsable du développement individuel des joueurs. Okay. C'est-à-dire qu'on veut que les joueurs progressent, c'est notre seule chance d'exister. On veut que les joueurs évoluent, se développent au cours de l'année pour pouvoir justement, encore une fois, rattraper le gap par rapport à la valeur de début de saison. Vous l'avez vu cette progression là déjà sur un an, vous sentez que les choses se sont mises en place sur certains joueurs qui ont progressé? En fait, on est un peu victime de nos idées parce que, comme je vous dis, on a perdu 7 joueurs. On a perdu 7 joueurs de la saison dernière et les 7 joueurs ont doublé, voire triplé leur salaire. Okay. Ouais, ils ont trop progressé. Ils ont trop progressé, ils ont fait une belle saison, donc du coup on est pillé. Et on doit refaire le même chemin, on doit les retrouver, les mêmes recettes en fait. Ça vous prouve que c'était la bonne idée, enfin ce que vous avez fait était bon, le travail. On en est convaincu, que c'est la bonne idée. Il faut renouveler, quand une recette fonctionne, on refait pareil. Donc on a perdu un des assistants pendant l'été, j'ai insisté pour qu'on le remplace et qu'on ne reste pas avec un staff réduit.
C'est quoi votre idée de jeu dans cette équipe? L'identité, quand on va venir jouer à l'EAB, on dit tiens, Ali Bouziane, c'est ça son basket. C'est quoi que vous voulez mettre en place, vous? Déjà, j'insiste beaucoup sur la cohésion d'équipe, des choses extra basket. La cohésion, c'est 50% du projet de jeu. Donc la cohésion se crée de différentes manières. Mais ensuite, la physicalité. Voilà, je veux une équipe qui joue dur, qui se donne à fond, qui fait pas des efforts, mais des extra efforts. Ensuite, pour être un peu plus précis, pour entrer dans le basket, le jeu est porté sur une défense très agressive. Donc ça rejoint un peu la physicalité. Ça, c'est défensivement. Offensivement, on veut jouer vite. On a des jeunes joueurs, encore une fois, hein, on essaie d'être logique par rapport au type de joueurs qu'on peut recruter. Donc par rapport à notre budget, on va recruter des jeunes joueurs, donc des joueurs qui peuvent vraiment courir et qui peuvent tenir un tempo très très haut de jeu. Donc jouer vite, beaucoup de jeux de transition. Ensuite, si on parle encore de l'attaque, sur le jeu placé, là je rentre vraiment dans des spécificités techniques. Dans le jeu placé, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le spacing, optimiser les espaces entre joueurs pour favoriser les duels. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important dans le projet de jeu. Et enfin, le rebond offensif, c'est des possessions qui ne demandent pas de talent. C'est aller chercher le rebond offensif, c'est une qualité, c'est un secteur du jeu qui ne requiert aucun talent, mais juste de l'effort et, comme je disais tout à l'heure, de l'extra effort. Qui permet de gratter des ballons gratuits un peu. Exactement, donc ça rejoint encore une fois, ça rejoint un peu le fait qu'on a un budget qui est très bas, donc des joueurs peut-être moins talentueux intrinsèquement, encore une fois, je le dis sur le papier, que d'autres équipes, mais par contre en termes de cœur, je pense qu'il n'y a pas de différence. Et qu'on doit être plus fort, on doit avoir plus de cœur que les équipes. En gros, si on perd mais qu'on a tout donné, c'est vraiment ce qui compte pour vous aussi dans le projet. Je ne fais jamais des bilans de match en fonction de la victoire-défaite, mais plutôt entre ce qu'on a produit sur le terrain en termes de basket, mais aussi en termes de valeur. Le basket est un sport avec beaucoup de statistiques, facile à analyser. Vous en servez beaucoup? Quelle place ont les statistiques finalement, vous, dans votre travail? Nous, on travaille beaucoup avec des stats, comme je vous parlais tout à l'heure de staff étoffé. Donc j'ai un assistant qui est responsable du travail individuel, de développer les joueurs individuellement. Et le premier assistant, lui, il est chargé des datas. Okay. Donc on a nos propres chiffres, nos propres stats. Il y a les stats que toutes les équipes ont, qu'on a pendant le match. Mais nous, on a des datas, des chiffres, des stats sur notre projet de jeu, sur ce qu'on veut produire, des choses qui nous intéressent à nous. Et c'est des choses qu'on analyse pendant le match, après le match, avant le match, concernant l'adversaire. Et on oriente un peu notre stratégie défensive, offensive, quand on rencontre un adversaire, souvent par rapport au stade. Mais bien sûr en laissant les chiffres en ayant un bon équilibre entre les chiffres et les valeurs humaines, toujours, parce que ça reste quand même un sport de collectif, donc de collaboration, donc d'humain. Donc garder l'humain au centre quand même. C'est quoi, vous, je ne sais pas s'il y a du secret sur les stats, mais les stats qui vous, en avant-match ou en après-match, les stats, tout de suite, la stat que vous voulez avoir ou les stats qui vous intéressent le plus, qui représentent finalement ce que vous avez montré sur le terrain? Après le match? Ouais, après le match plutôt. Non, mais comme je disais tout à l'heure, qui représente notre projet de jeu, c'est-à-dire le rebond offensif. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait sur le jeu rapide, sur le jeu de transition, défensivement, bien sûr, comment a marqué l'autre équipe, de quelle manière. Ça rejoint beaucoup ce que le projet de jeu dont tu parlais tout à l'heure. On a même des stats qui représentent les efforts, les extra efforts. En termes défensifs, sur les balles gagnées, ce qu'on appelle les 50-50, les balles qui sont au sol, qui traînent, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on ne les a pas. Enfin là, si je développe, là, on en a pour toute la journée parce que c'est une usine à gaz, mais ce qui est important, c'est vraiment de sortir les stats qui nous intéressent. Et ce n'est pas les mêmes stats qui nous intéressent en fonction des matchs. Chaque match, il y a des stats différentes en fonction des qualités de l'adversaire et des axes et des points faibles de l'adversaire. Okay. Pour parler de vous, Ali, on le rappelle, vous êtes un ancien basketteur professionnel, meneur. Est-ce que l'identité que vous donnez à votre équipe, c'est la même que vous étiez joueur? Est-ce qu'on parlait de vous, un meneur costaud, agressif? Est-ce que c'est la même identité que vous voulez donner à votre équipe aujourd'hui? Vous avez parlé de costaud, d'agressif, je vous ai parlé de projet de jeu, de physicalité, je vous ai parlé d'agressivité. Oui, non, mais complètement. C'est-à-dire que
il faut être soi-même, il faut transmettre ses valeurs, ses idées. Et j'aurais beaucoup de mal à transmettre des idées, des valeurs d'autres entraîneurs. Par contre, bien sûr, on s'inspire énormément d'autres entraîneurs. On évolue aussi. Ouais, voilà, on évolue aussi. Mais on veut quand même rester soi-même. Ça, c'est important. Et bien sûr, j'essaie vraiment de transmettre mes valeurs et en fonction du style de jeu que je pratiquais, j'essaie de le retransmettre un peu. Vous le disiez quand vous étiez joueur, je deviendrai entraîneur, ou c'est venu un peu plus sur le tard ou... Non, pas du tout. C'est marrant, mais non, pas du tout. Je voulais pas être entraîneur. En fait, je voulais être agent de joueur. Mais par contre, avec du recul, je me rends compte que j'analysais énormément le jeu. Mais je ne m'en rendais pas compte en fait quand je jouais. C'est après que je me suis rendu compte. Notamment quand je regardais les matchs à la télévision, quand j'ai pris ma retraite sportive, je regarde les matchs à la télévision. Je ne pouvais pas regarder un match avec popcorn et coca, quoi. Okay. C'était vraiment, j'analysais, j'étais en train de tout analyser. Et c'est là où je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et c'est venu un peu par défaut avec un concours de circonstances où j'ai commencé avec des très jeunes. Mais c'était pas du tout, j'étais pas du tout prédestiné. Okay. Et ce passé d'ancien joueur, ça aide aujourd'hui dans les relations, je sais pas, pour attirer un joueur, pour parler, ça aide quand on évoque votre nom aujourd'hui dans les relations, ou non, maintenant vous êtes coach, le passé de joueur est derrière? Je pense que les joueurs sont sensibles au passé de l'entraîneur. Alors pas forcément du passé de joueur, mais du passé de l'entraîneur. Okay. Les joueurs sont sensibles parce qu'ils veulent évoluer avec un entraîneur qui a de l'expérience, quelle que soit l'expérience. Ça peut être une expérience de joueur, ça peut être un entraîneur qui a une expérience d'entraîneur, qui n'a jamais été joueur, mais qui a une longue expérience d'entraîneur. Mais oui, les joueurs sont sensibles à ça, et notamment les meneurs de jeu. J'ai remarqué que les meneurs de jeu étaient okay. assez sensibles au fait que j'ai été meneur de jeu. Le fait que vous soyez meneur de jeu, ça n'empêche pas qu'on puisse parler à des pivots et tout. Enfin, je veux dire, vous comprenez mieux les meneurs de jeu, ou vous comprenez aussi bien les pivots, postes auxquels vous n'avez jamais joué? Ça change rien quand on est entraîneur? On sait tout gérer, tous les postes? Bon, le meneur de jeu a une vue globale dans le jeu. Il doit gérer son propre jeu, mais il doit aussi gérer le jeu de l'équipe. Donc par définition, il doit connaître le type de jeu des autres postes de jeu de l'intérieur de l'ailier. Et puis le meneur de jeu est un relais du coach. Donc moi, tout au long de ma carrière, j'ai beaucoup échangé avec les coachs, essayé d'être le relais, parfois avec réussite, parfois pas. Mais n'empêche, voilà, le fait d'échanger avec les coachs, souvent, m'a enrichi. Ok, merci beaucoup Ali. Avant de se quitter, je vous propose de passer à l'interview flash, des questions très rapides et des réponses super rapides aussi. Okay. Allez, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Alors Ali, le meilleur niveau auquel vous avez évolué au basket? Euroleague. Le métier que vous auriez fait si vous n'étiez pas dans le basket? Agent immobilier, agent de joueur. Votre club de cœur? C'est dur ça. C'est dur. Gravelines, BCM Gravelines. Un titre en club ou un titre en sélection dans votre carrière de joueur? Coupe de France avec la JDA Dijon. Équipe de France, on m'a dit? Non. Ouais, ou en club ou en sélection? En sélection, vice-champion d'Afrique avec l'Algérie. Ok. L'équipe qui vous inspire en tant qu'entraîneur? L'équipe, ouais, plutôt des entraîneurs. Alors je veux dire, en ce moment c'est le Partizan Belgrade parce que je suis un fan de Zeljko Obradović. Gordon Herbert, champion du monde avec l'Allemagne dernièrement, qui m'a entraîné quand j'étais joueur et qui a été champion du monde cette année avec l'Allemagne, et est un coach qui m'inspire beaucoup. Sinon Zvezdan Mitrovic qui était à Monaco où j'ai pu évoluer à ses côtés. Si vous pouviez jouer d'un instrument de musique? Ouais, de la flûte, parce que quand on est coach, il faut jouer de la flûte un peu. Votre activité les jours de repos, s'il y en a? Oh, la famille, mes enfants. Si vous aviez un super pouvoir? Voir ce qui se passe dans le cerveau des gens. Le joueur le plus fort que vous avez vu de vos yeux jouer? Que j'ai vu ou que j'ai joué? Vu jouer ou jouer contre? Vu jouer. Vu jouer, oh là. Oh non. Non, je veux dire Navarro. Navarro qui était au Barça, en fait j'ai joué contre lui et c'est vraiment un joueur qui m'a marqué.
Et donc je l'ai vu, et non seulement je l'ai vu, mais je l'ai vu de très très près, et tellement près que je ne l'ai pas vu en fait, parce qu'il était trop vite, quoi. Et la question suivante, c'était le joueur contre qui vous avez joué le plus fort? Navarro. Navarro aussi. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous souhaite cette saison à l'EAB? Un maintien facile, anticipé, bien avant la fin de saison, afin de pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. Ok, merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission. Merci à Clément qui est au montage. Et nous, on passe tout de suite au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.